Le moment est enfin arrivé, je vais faire une vidéo sur Resident Evil, parce que le 8e épisode il sort, mais en fait, soyons d'accord, on s'en fout du contenu des vidéos, ce qui compte c'est les intros. Et cette fois j'ai une super ambition, c'est de faire vraiment le meilleur fan-film de Resident Evil de tous les temps. Ça fait des semaines que l'équipe travaille à fond dessus, parce que ouais, ça demande beaucoup de travail tout ça, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal d'articles qui ont été bâclés ces derniers temps, enfin plus que d'habitude en tout cas. Non, parce que vraiment ce qui compte dans ce genre de production, ce sont les détails, et nous, on fait attention aux détails. Alors certes, on a un petit budget, mais pour reprendre les mots de notre maître à tous, Milla Jovovich, ce qui compte c'est le respect de la saga et le respect des fans. C'est ça notre moteur. En plus, je peux vous le dire parce qu'on est entre nous, mais je pense qu'on prépare un truc vraiment énorme, ça commence un peu à faire sensation. Je crois qu'on est bien placé pour être dans la présélection de la 2e édition du festival Zombies pour tous de Brest. C'est un début, je veux pas nous porter la poisse, mais franchement, je sais pas, c'est bien parti. Ah mais salut Simon, ça va? Oh super super, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Bah, je fais la vidéo d'intro Resident Evil. Bon, la direction l'a annulé, hein. Il faut booster les audiences. On va partir sur un classico. Comment Zack Snyder est devenu le nouveau Nolan depuis que Nolan est devenu le nouveau Kubrick. On va filer ça au stagiaire aveugle, il adore Justice League, il trouve que c'est très beau. Bon, on la tourne cette vidéo? Oh bah, cool, on a un commissaire Gordon en plus. Bah quoi? Wow, Ethan Winters. Bonjour, je m'appelle Geoffrey et j'aime Resident Evil, et oui, je dis Resident Evil, et pas Resident Evil, parce que mon excuse, c'est que j'étais jeune et innocent lorsque j'ai joué pour la première fois à ces jeux et commencé à en parler. Et ça remonte à loin, parce que Resident Evil, ça a commencé en 96, une très belle année d'ailleurs, puisque la même année, on a eu le premier Tomb Raider dans la foulée, donc ouais, super 96. La saga Resident Evil fête donc ses 25 ans en 2021, et il s'en est passé des choses en 25 ans. Resident Evil 8 Village arrive le 7 mai, mais en réalité, il y a eu bien plus que 8 jeux. Il y a eu 12 épisodes principaux, 3 gros remakes et une quinzaine de jeux dérivés. À côté de ça, on a eu notamment une saga de 6 films, menés par Milla Jovovich et Paul W.S. Anderson, 4 films d'animation, et ça va continuer puisqu'il y a un reboot au cinéma qui arrive en novembre prochain, et 2 séries sur Netflix à l'horizon. Ça fait donc beaucoup de Resident Evil et beaucoup de moments géniaux, mais également beaucoup de moments gênants. La saga a beaucoup évolué pour s'adapter au public, aux modes, aux nouvelles consoles, quitte à devenir méconnaissable et virer au grand n'importe quoi. Resident Evil doit à peu près tout à Alone in the Dark, une saga qui vient de France et dont on avait parlé dans une autre super vidéo il y a un petit moment, mais la saga a vraiment changé la face du jeu vidéo côté horror survival, et c'est pour ça que ça reste un sujet passionnant 25 ans après. Alors comment on peut faire pour s'y retrouver dans ce bordel? Peut-être en sachant sur quel jeu aller et quel jeu éviter et quel jeu oublier. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va revenir sur quelques-uns des meilleurs et des pires jeux de la série Resident Evil. Resident Evil. Commençons déjà par de l'amour et de l'évidence. Dans les meilleurs, clairement, moi je mets Resident Evil 2, l'original sorti en 98, parce que bien sûr, le premier Resident Evil c'est un chef-d'œuvre incontestable, mais il ne faut pas sous-estimer le deuxième, la suite, Resident Evil 2. Il faut se rappeler que lorsque le premier Resident Evil sort en 96, c'est un phénomène. C'est considéré comme du jamais vu, la presse est assez unanime, les joueurs et les joueuses en font un succès, et en l'espace d'un an environ, 4 millions de jeux s'étaient écoulés, et c'était déjà une machine de guerre avec du merchandising et une franchise lancée à tous les niveaux. Il y a eu un avant et un après Resident Evil, et Resident Evil 2 était une évidence et le jeu a été un énorme succès et une grande réussite en plus. Pourtant, c'était très mal parti. Une première version du jeu a été lancée puis abandonnée en cours de route. On la connaît maintenant sous le nom de Resident Evil 1.5 et en réalité il y avait déjà les bases de Resident Evil 2. 2 personnages jouables dans un Raccoon City envahi de zombies avec le commissariat comme décor central. Il y avait déjà Léon, mais c'était un flic déjà en poste et pas une jeune recrue de la police. Et il y avait aussi une jeune femme en moto, mais elle s'appelait Elsa Walker. Ce qui était très différent en réalité, c'était surtout l'ambiance, les décors étaient plus modernes et sobres et les ambitions côté technique étaient différentes. L'équipe voulait plus d'interaction avec l'environnement, plus d'ennemis à l'écran, et visiblement tout ça c'était beaucoup trop ambitieux pour l'époque. Cette version du jeu ne marchait pas, le producteur Shinji Mikami a assumé et expliqué pourquoi très clairement. Ce n'était pas fun, ce n'était pas beau, tous les décors se ressemblaient, bref c'était clairement pas à la hauteur de leurs ambitions. L'équipe décide alors de quasiment tout jeter et reprendre le travail à zéro. Même s'ils ont tout fait pour récupérer un max de choses évidemment de la version abandonnée, et ils ont clairement expliqué que c'était vraiment comme s'ils repartaient depuis le départ, donc ça a été un travail monstre et énorme. Si je raconte tout ça, c'est parce que ça explique pourquoi, à mon avis, Resident Evil 2 est si réussi. L'équipe n'a pas simplement et bêtement surfé sur le premier jeu pour juste faire une suite. Shinji Mikami disait d'ailleurs que ce Resident Evil 1.5 se serait sûrement très bien vendu, parce que c'était pas non plus désastreux, que le premier jeu avait été un carton, donc évidemment il était attendu. Mais pour lui, après ça, personne n'aurait eu envie de voir un troisième jeu. Alors il y a deux manières de comprendre
comprendre ça, la première, et c'est un peu cynique, c'est de dire que la franchise était la priorité pour l'équipe parce qu'il fallait absolument protéger la marque. La deuxième, plus pertinente je pense, c'est que tout le monde voulait arriver au meilleur jeu possible et ne pas décevoir après la réussite du premier jeu. Resident Evil 1 était un chef-d'œuvre instantané, alors il fallait que Resident Evil 2 soit au moins aussi solide et excitant. Et c'est le cas, et je dirais même que c'est un modèle de suite réussi, intelligemment pensé entre hommage, amélioration et évolution. Hommage d'abord parce que Resident Evil 2 reprend la formule du premier. On a deux personnages, un homme et une femme, réunis dans un cauchemar. Le manoir laisse place à un commissariat labyrinthique avec la même logique autour du grand hall, des étages à explorer, un sous-sol qui regorge de saloperies et une aventure qui se conclut dans un laboratoire secret. Ça flirte parfois un peu avec le remake camouflé, mais c'est toujours pour dépasser ça, s'en amuser et aller plus loin. Exemple, la fin, où il y a une scène avec un boss et un lance-roquettes qui reprend au plan près le premier jeu, sauf que ce n'est pas vraiment la fin, ni le boss final. Le cauchemar continue au-delà de ce gros clin d'œil et prend des proportions folles. On voit vraiment qu'il y a un effort et une ambition pour aller beaucoup plus loin. On voit là la grande ambition de Resident Evil 2. Plus gros, plus grand, plus sanglant, plus spectaculaire. Alors bien sûr, tout ça c'est une tendance logique pour une suite, mais là ce n'est jamais dans une démonstration vide, vaine, qui écrase ou oublie ses origines. On garde la recette horrifique de survival avec beaucoup de silence, de tension, de sursaut, on garde l'exploration solitaire avec les énigmes, les clés à trouver et les ordinateurs à utiliser, mais on y ajoute un sens du spectacle beaucoup plus extrême pour encadrer un récit qui devient plus large. En plus des nouveaux monstres géniaux comme les Lickers, il y a aussi le début d'un grand motif de la saga, c'est-à-dire celui du gros vilain boss qui poursuit le personnage du début à la fin et doit être évité ou tué régulièrement. Ici, c'est le tyran ou Mr. X et Birkin devenu un monstre. C'était Nemesis avant l'heure et ça ajoute un ingrédient parfait pour le stress et la peur, en plus de consolider tout le récit. Ce n'est plus simplement un personnage qui nettoie les couloirs et tue des monstres anonymes, c'est un personnage traqué par son alter ego infernal, particulièrement avec Claire autour de la petite fille chérie qu'elle protège et que son papa monstrueux essaie de récupérer. Au final, ça donne un jeu réellement complet, anxiogène, effrayant, gore, mais également très divertissant et rythmé. C'est un équilibre assez parfait. On retrouve ça dans le scénario. Léon et Claire sont écrits comme de vrais personnages entiers, bien plus que Jill et Chris pour moi dans le premier jeu, qui étaient surtout définis par leur mission et leur travail, donc il y avait un côté un petit peu froid. Là on a affaire à des humains et le jeu va développer ça en prenant les bonnes vieilles ficelles des récits classiques et notamment des films hollywoodiens. Claire aura donc une petite fille à protéger contre son papa monstrueux, c'est un petit peu comme Ripley dans Alien le Retour avec Newt et la reine des aliens. Léon de son côté va tomber dans les filets d'une femme fatale et espionne, Ada Wong, avec à la clé une petite romance tragique. Alors évidemment tout ça, ça peut sembler très cliché, mais ça apporte vraiment une dimension émotionnelle à l'aventure, et c'est certainement pour moi l'un des jeux les plus solides de toute la saga côté narratif. Le doublage est d'ailleurs beaucoup moins grotesque que dans le premier Resident Evil, ce qui aide beaucoup pour rendre tous ces personnages attachants et crédibles. En plus, ces deux personnages donnent lieu à deux aventures complémentaires appelées scénario A et scénario B. Alors évidemment, c'est une manière de gonfler la durée de vie, mais aussi, pour moi, vraiment de jouer avec le duo. Parce que dans le premier Resident Evil, on jouait avec Chris ou avec Jill, point. Et moi, je jouais jamais avec Chris et toujours avec Jill. Dans Resident Evil 2, on commence avec un personnage, on continue avec l'autre, et on peut aussi, évidemment, refaire tout le jeu en inversant l'ordre, histoire d'avoir vu toutes les variantes. Ça crée dans le climax un effet de spectacle formidable et surpuissant lorsque tout ce petit monde se rejoint sur fond de compte à rebours apocalyptique. Claire et Léon se croisent régulièrement avec un côté buddy movie très efficace, d'autant plus que, encore une fois, il n'y a pas de romance neuneu entre les deux. Ce sont deux personnages héroïques, sensibles, indépendants et complémentaires, et en plus il y a de petits moments amusants lorsque par exemple on laisse un objet dans le scénario A pour l'avoir dans le scénario B, et oui évidemment je pense à cette sacoche et cette foutue mitraillette qu'on est obligé de choisir de laisser dans le scénario A. Enfin, comme dans le premier jeu, l'ambiance est magique. On a encore une superbe mise en scène très cinématographique qui crée beaucoup de tension et surprise et exploite à merveille les décors qui sont là encore très variés et très riches. Les bruitages sont à nouveau très soignés, et pour ma part je me souviendrai à vie des souffles et des râles des Lickers, bordel. Et bien sûr, les musiques sont fantastiques, comme dans le premier jeu. Mes thèmes préférés, c'est ceux du grand hall, de la bibliothèque, des laboratoires et du climax, parce que c'est vraiment trépidant. Et je dirais même que c'est peut-être la meilleure BO de toute la saga au final. Ultime preuve que ce Resident Evil 2 est un jeu complet où toutes les étoiles semblaient alignées, une pub japonaise a été réalisée par George Romero, c'est-à-dire le grand cinéaste et pape du film de zombies. C'est vraiment la cerise sur le gâteau et ça fait vraiment de Resident Evil 2 un jeu assez parfait. Alors maintenant que j'ai été bien gentil, je vais sortir les armes pour parler d'un jeu de merde, Resident Evil 6, sorti en 2012, qui marque l'un des grands moments de détresse de la franchise pour moi. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à la révolution, Resident Evil 4.
En 2005, cette aventure de Léon en Espagne en mode Jack Bauer qui sauve la fille du président change les règles du jeu. Fini les angles de vue fixes, les décors en 3D précalculés, le suspense, le silence et la survie. Bienvenue dans le shoot, l'action, l'adrénaline, les QTE avec une vue à la troisième personne et une caméra accrochée à l'épaule du personnage. Resident Evil 4 balaye totalement le survival et la peur pour se transformer en attraction, en grand 8 d'action et d'adrénaline. Le succès immense du jeu, qui reste l'une des plus grosses ventes de la saga, change absolument tout. Resident Evil 5 avait déjà abusé de la même formule, mais ça marchait surtout en coop, enfin je veux dire surtout, uniquement en coop, mais Resident Evil 6, lui, il va beaucoup trop loin. Déjà parce que c'est raconté n'importe comment. Le jeu est découpé en une vingtaine de chapitres autour de 3 duos de personnages, Léon et Elena, Chris et Pierce, Sherry et Jake, et il y a aussi Ada Wong, qui a sa propre aventure, nulle, possible en coop avec un personnage anonyme qui disparaît dans les cinématiques et a un gameplay très limité, autant dire qu'on a un beau degré de je m'en foutisme là. En plus, ça raconte plus que jamais n'importe quoi. Alors je vais essayer de résumer. On a Léon et Elena qui doivent tuer le président des États-Unis qui s'est transformé en zombie avant de se faire passer tous les deux pour morts. On a aussi Sherry, la gamine de Resident Evil 2, qui doit aider Jake, le fils de Wesker, qui pourrait être la clé pour un vaccin. Ensuite, il y a Chris Redfield qui travaille dans un commando anti-armes biologiques et devient amnésique. Tout ça sur fond de néo-umbrella, de complot gouvernemental et de méchante qui ressemble à Ada Wong, sauf que non, en fait c'est une autre femme qui a pris son apparence. On va en Europe de l'Est, en Chine, on affronte des ninjas qui sont zombies, qui tirent à la mitraillette, il y a un gros cousin de Nemesis, une sorte de gros dinosaure, bref, c'est totalement what the fuck et n'importe quoi. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois que Resident Evil fait dans le n'importe quoi, et d'ailleurs, je pense que dès Code Veronica, et pourtant j'aime bien ce jeu, la mythologie a commencé à sérieusement partir en vrille. Jeu après jeu, ils ont rajouté des personnages, réécrit ou rectifié les événements, créé 45 virus. C'est très vite devenu un croisement entre un mauvais thriller de complot politique avec Gerard Butler et une version Z de Dallas avec plein d'histoires de famille dans tous les sens. Mais Resident Evil 6 marque un pic de nullité en reprenant le pire de tout ce que la saga avait fait jusque-là, avec un énorme aveu de désintérêt pour les personnages et l'univers, et évidemment le suspense et l'horreur. En comparant à Resident Evil 5, qui était à peu près aussi débile, on voit la différence. Resident Evil 5 marchait bien, en tout cas en coop, parce qu'on était accroché à 2 personnages, on était embarqué avec eux dans ce bordel du début à la fin, et ça permettait d'accepter pas mal de dérives quand même dans le scénario. En plus, c'était visuellement beaucoup plus amusant et solide avec une aventure en Afrique, originale pour la saga. Et ici, c'est vraiment comme un petit shoot d'action à la carte, ça révèle parfaitement à quel point ça tourne dans le vide et que ça ne sert plus à rien et ne raconte plus rien. Pour ne rien arranger, Resident Evil 6 souffre en plus d'une grosse flemme côté technique. Resident Evil 4 avait modernisé la saga, Resident Evil 5 avait recopié un peu bêtement, et là on touche le fond. Le gameplay n'a pas trop évolué, et ça commence à devenir très rigide et surtout très gênant pour un jeu orienté action et shoot. La direction artistique est en plus plate, répétitive, on a beau voyager, ça reste pas très mémorable en termes d'environnement, le level design est très basique, la musique est légèrement supportable. On sent que c'est vraiment une continuation, une répétition de Resident Evil 5 en moins bien, plus qu'un jeu à part entière. Et c'est normal, le 5e avait été un énorme succès, c'est d'ailleurs toujours le plus gros succès en termes de vente de toute la saga. Capcom a donc voulu surfer dessus, et c'est sûrement la seule note d'intention de ce 6e épisode, qui n'existe que pour cette raison uniquement. C'est pas pour rien si Resident Evil 7 sera l'autre grande révolution de la saga. Resident Evil 6 a marqué un point de non-retour, et après ça, il n'y avait plus que 2 options, soit il fallait accepter de crever maintenant, ou il fallait changer pour avancer. Entre Resident Evil 2 et Resident Evil 6, on a balayé une grande partie centrale de la saga avec les opus numérotés et principaux, et il y a une autre grosse partie de cet héritage qui existe en parallèle avec les remakes. Les 3 premiers Resident Evil ont eu droit à ces remasters, et là encore, on a vu le meilleur comme le pire, et c'est encore une fois très symptomatique de la saga. Côté meilleur, on va reparler du remake du premier Resident Evil parce qu'il est un peu à part et souvent un peu oublié, et aussi parce qu'il est arrivé à un moment majeur pour la saga et pour l'industrie des consoles de salon, puisque c'était plus que jamais une guerre entre Sega, Nintendo et Sony, et Resident Evil s'est retrouvé un peu au milieu. En 2000, Code Veronica est sorti sur Dreamcast, la console de Sega, qui devait alors être le futur du jeu vidéo, sauf que non. Et du coup, les ventes de cet épisode ont été assez décevantes vu les enjeux. Peu de temps après, Nintendo lançait la GameCube, qui avait du mal à exister face à la PlayStation 2. Nintendo a donc passé un accord avec Capcom pour booster la console en sortant 5 jeux supervisés par Shinji Mikami. C'est pour cette raison que Resident Evil 4 a d'abord été annoncé comme une exclue GameCube, sauf que non. Ils ont changé d'avis avant la sortie tellement la PlayStation 2 gagnait la bataille, mais c'est une autre histoire. Le remake du premier Resident Evil était dans ce package GameCube, et c'est longtemps resté une exclue. Le jeu a été un peu oublié au moins pour 2 raisons, parce que donc cette exclusivité GameCube a largement abîmé ou en tout cas freiné sa carrière,
Et en même temps, la même année, il y a eu le préquel Resident Evil 0 qui est sorti, et là pour le coup c'était un vrai jeu original. Enfin original, je sais pas, mais en tout cas c'était un jeu différent, c'était pas un remake. Il faudra attendre jusqu'en 2015 pour que ce remake du premier Resident Evil gagne en popularité, grâce à une version HD Remaster, notamment sur PlayStation 3 et PlayStation 4. Mikami a largement expliqué qu'il avait profité de la GameCube pour aller au bout des ambitions initiales du jeu original. Le meilleur exemple est le personnage de Lisa Trevor. C'est la fille de l'architecte du manoir Spencer, devenue un monstre suite à des expérimentations d'Umbrella. Ça occupe une place importante dans l'histoire de ce remake, et c'est la continuation logique de ce qui était prévu dans le jeu original, avec le journal intime de George Trevor qui devait détailler tout ça. Ça avait été coupé durant le développement, et ça revient dans le remake, bien plus développé. On a donc vraiment la sensation que c'est la version ultime du jeu, ce que devait être Resident Evil. Même chose pour l'interprétation de Jill, Chris et compagnie. Mikami était le premier à regretter le choix des acteurs qui prêtent leur voix aux personnages dans le jeu original, il les avait plus choisis sur leur physique qu'autre chose. Wow, what a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Et évidemment, tout ça a été amélioré dans le remake, ce qui rend le cauchemar bien plus crédible dès la scène d'introduction. Parce que l'original, on l'aime, hein, il est génial, mais l'introduction en mode court-métrage étudiant, l'interprétation, les dialogues, c'est vraiment ridicule. C'est grotesque et ça abîme largement pour en faire une sorte de grosse série Z, ce qui est quand même pas adapté pour un jeu qui se veut horrifique. Résultat, ce Resident Evil rafraîchi est un modèle de remake qui rend le meilleur des hommages à l'original dans un beau numéro d'équilibriste entre refaire le jeu et améliorer le jeu, entre le familier et la surprise. Les couleurs orangées et jaunes laissent place à une palette de couleurs beaucoup plus sombre, avec des jeux de lumière très réussis pour créer une atmosphère de pur film d'horreur, ce qui est encore une fois le but à l'origine. Donc c'est vraiment une sorte de fantasme à l'écran et visuellement c'est assez souvent magnifique. Ce qui est intéressant aussi dans ce remake, c'est que l'équipe a maintenu un cap old school. Contrairement au remake de Resident Evil 2 qui va adopter la vue à la troisième personne et la caméra dynamique de Resident Evil 4, ce premier remake reste vraiment dans la mise en scène des débuts. On est dans des décors type 2D précalculés, avec des angles de vue très soignés, magnifiquement flippants et C'était l'ambition première de Resident Evil, faire comme un film, utiliser le hors-champ, mettre littéralement en scène ce manoir comme un personnage à part entière avec ses couloirs sombres, ses animaux empaillés, ses fenêtres inquiétantes et sa déco pas du tout flippante. Et ce remake est un peu le dernier grand Resident Evil à s'amuser avec ça. Alors bien sûr, il y a une touche de modernité et c'est celle qui était déjà expérimentée dans Code Veronica avec une caméra dynamique qui accompagne constamment le mouvement des personnages. Mais on sent vraiment le désir de rester dans un cauchemar à l'ancienne. On garde par exemple ces fameux temps de chargement entre les pièces avec les portes sur fond noir. C'est quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui et c'est pas pour dire que c'était mieux avant comme un vieux con, c'est juste que c'est différent et appréciable parce que ça rythme le jeu d'une toute autre manière. En plus, ce remake est un vrai gros plaisir horrifique, ce qui est quand même important pour Resident Evil, et c'est notamment grâce à quelques ajouts bien pensés. On peut désormais résister aux attaques de zombies grâce à des armes défensives et ça dynamise énormément le gameplay. Il y a aussi pas mal de nouveaux décors intérieurs et extérieurs et la manière d'appréhender les énigmes a été un peu repensée, ce qui permet de toujours rester un peu sur ses gardes et éviter le piège d'une trop grande familiarité. Côté ennemi, il y a deux ajouts importants qui rajoutent vraiment une belle couche d'horreur et renforcent vraiment le cauchemar. On a déjà parlé de Lisa Trevor qui est en gros un monstre surpuissant qu'il faudra affronter plusieurs fois, un peu comme Nemesis ou Mr. X. C'est très réussi parce que déjà elle est super flippante et elle est étonnante dans cet univers, mais c'est aussi réussi parce qu'elle a une histoire assez terrible. Ce n'est pas juste un gros monstre inhumain, c'est une gamine victime d'expérimentation qui traîne là depuis des décennies, qui finit par se jeter dans le vide lorsqu'elle retrouve enfin le crâne de sa maman, qu'elle avait elle-même tuée une fois transformée à cause du virus. Tout ça rajoute une dimension très gothique et dramatique au film, au jeu plutôt, qui marche à merveille avec l'atmosphère sinistre. Impossible évidemment de ne pas parler des zombies de nouvelle génération, surnommés Crimson Head, parce que dans ce remake, parfois on tue un zombie et quand on repasse dans la pièce 15 minutes après, il se relève super vénère parce que maintenant il peut courir, il a des espèces de griffes et il fait vachement de dégâts. Pour éviter ce cauchemar, il y a deux options, soit on leur explose la tête directement au shotgun, soit on les brûle avec des allumettes. C'est une sacrée surprise parce que vraiment la première fois qu'on tombe dessus, c'est une crise cardiaque assurée et c'est une idée diabolique qui change vraiment la manière d'aborder Resident Evil. En plus de ça, il y a aussi par exemple des hunters qui cassent des portes. Bref, tout ça, ça permet vraiment de repenser l'aventure, ça joue avec le confort qu'on peut avoir en relançant le jeu qu'on croyait connaître et c'est un énorme bonus face à un remake.
Bref, ce remake de Resident Evil 1 est donc une référence dans le genre, et il suffit de regarder le remake du troisième opus, Nemesis, pour voir la différence, parce que pour moi, Resident Evil 3, sorti en 2020, c'est un des pires Resident Evil. Le remake de Resident Evil 3 est sorti après celui du 2, sorti en 2019. Le remake de Resident Evil 2 était une très belle réussite, le jeu a été un énorme succès, avec des ventes très bonnes, un accueil très chaleureux des fans. C'est sûrement ça qui a précipité, je pense, le remake du troisième, puisqu'il est sorti un peu plus d'1 an après, c'est-à-dire une période de développement assez courte. Alors certes, le développement des deux s'est fait en parallèle, l'équipe a vraiment répété que ça s'était fait en parallèle, et que c'était dans un mouvement global, un grand mouvement de recyclage pour la trilogie complète. Mais je pense que le jeu est vraiment la preuve que c'était autre chose. Tout comme Resident Evil 6 avait été une copie ratée du 5, ce Resident Evil 3 reprend une partie des réussites du remake du deuxième. D'un point de vue technique, c'est sensiblement la même chose. Le gameplay est le même et c'est efficace à ce stade-là. C'est très beau, avec des environnements détaillés, des jeux de lumière impressionnants, Raccoon City modernisé est une réussite. Bref, visuellement c'est sensationnel. Le problème, c'est que ça suffit pas et qu'ils ont surtout oublié beaucoup de choses très importantes dans Resident Evil 3. Première chose, déjà quand on fait un remake, ça a créé naturellement une attente chez les fans. Et c'est la douche froide, puisque ce nouveau Resident Evil 3 a fait pas mal de choix qui semblent franchement arbitraires, enlevant beaucoup de décors, de monstres, de moments mémorables du jeu original. Je pense par exemple au corbeau, au migale, au ver de terre géant dans le cimetière, à l'hôtel de ville, au beffroi, au parc aussi, à des énigmes qui auraient pu être améliorées et pas retirées, et surtout à plusieurs heures de jeu qui semblent manquer. Ce remake ressemble vraiment à un speedrun premium où on court à toute allure dans les zones qui sont toutes largement réduites, parce que tout ce qui compte, ça semble être l'action et les bastons avec Nemesis. Évidemment, c'est normal qu'un remake change des choses. C'est ce qu'avait déjà fait Capcom sur les 2 premiers épisodes avec brio. Il y avait des choses coupées par rapport au jeu d'origine, mais globalement, ces remakes fonctionnent, pour moi, parce qu'ils refont l'original, mais en plus gros, en plus costaud, en plus spectaculaire, et donnent tout le temps l'impression d'avoir plus et d'améliorer le cauchemar. Avec Resident Evil 3, c'est le contraire. C'est la version lessivée du jeu. Comme une grosse ligne droite à parcourir, un gros couloir du début à la fin. On est dans Raccoon City en plein apocalypse et pourtant ça semble tristement petit et simple. Nemesis est évidemment au cœur du jeu, mais là encore c'est assez décevant. C'est un boss qui revient régulièrement dans des petites arènes un peu banales dans le genre. Certes, il se transforme, évolue plus que dans l'original, donc bon, ça modifie le gameplay, mais tout ça reste tristement balisé. Il n'y a qu'à comparer avec le remake de Resident Evil 2 d'ailleurs, avec ce mémorable Mr. X qui poursuit inlassablement les héros. Là, on a de l'angoisse, de la tension, du spectacle. On est vraiment dans une mise en scène soignée, cauchemardesque, avec cette machine de guerre habillée comme un pédophile peut-être, mais qui ne s'arrête jamais et dont les pas résonnent à l'étage du dessus constamment pour créer une tension et vraiment l'impression que ça va toujours nous tomber dessus. Comparer Nemesis à Mr. X, ça a du sens, puisque déjà d'un point de vue technique, c'est à peu près pareil, donc l'effet de surprise n'est plus là. C'était ça Nemesis dans le jeu original, une force omniprésente, implacable qui vous tombe dessus et vous poursuit régulièrement. Raccoon City, c'était son terrain de jeu, et il y avait cette belle illusion qu'il pouvait arriver à tout moment, surprendre, franchir une porte et tomber sur Jill, sans que ce soit toujours dans une cinématique ou que ce soit ultra scripté. Dans le remake de Resident Evil 3, tout semble au contraire beaucoup trop scolaire, trop écrit et beaucoup trop gentillet au final. Ce jeu est donc une terrible déception qui donne l'impression d'avoir été fait, pensé, conçu, développé en speed. L'idée de fin multiple a été abandonnée par exemple, et avec une durée de vie de 6-7 heures et une rejouabilité franchement assez limitée, on peut se dire que c'est quasiment du foutage de gueule. Adieu, Raccoon. On a même une preuve que c'est quasiment du foutage de gueule, puisque le jeu en multi qui s'appelle Resident Evil Resistance a été inclus dans le package Resident Evil 3 au dernier moment, alors qu'à l'origine c'était présenté comme un jeu à part entière. Pourquoi? Parce que l'équipe avait clairement conscience que sinon, ça aurait été un jeu beaucoup trop court et trop maigre pour être vendu solo. C'était donc évidemment l'aveu que Resident Evil 3 n'était pas à la hauteur. Au final, on est face à un jeu qui ressemble vraiment à du pur business, une pompe à fric un peu facile, et c'est d'autant plus décevant que Capcom avait refusé de faire ça plusieurs fois par le passé. On a déjà parlé de Resident Evil 2 en 98 qui a été presque entièrement jeté à la poubelle et recommencé en cours de route, donc c'est pas rien, parce que justement l'équipe ne voulait pas bâcler le travail. Mais on peut aussi évoquer Resident Evil 4 qui a connu un développement long, compliqué, puisque 4 versions ont été lancées, plus ou moins avancées et abandonnées, pour finalement arriver à un jeu vraiment solide, très aimé des fans, qui a boosté toute la saga. Donc je peux pas m'empêcher de me dire que quelque part il y a eu un problème et que Resident Evil 3 a souffert d'une stratégie très différente qui a mis le business avant le jeu. Pour toutes ces raisons, je pense que Resident Evil 3 est un gros ratage. C'est flagrant après celui de Resident Evil 2, puisque ça réduit considérablement les qualités de l'original, et c'est également un ratage en tant que jeu à part entière, puisque c'est là encore très décevant, c'est le cul entre deux chaises au milieu de la saga, ce n'est ni vraiment angoissant et horrifique, et c'est pas non plus un modèle d'action et de spectacle extrême. On a déjà vu ça en mieux, donc sitôt joué,
aussitôt oublié, c'est un ratage. Après, je peux faire l'avocat du diable, hein, tout n'est pas à jeter dans ce jeu. Il y a aussi des moments réussis qui laissent rêver du jeu qu'on aurait pu avoir. Je pense notamment à cette petite phase des enfers sous forte inspiration Alien, bien sûr, où il faut rallumer le courant face au Drain Demos. Et la partie avec Carlos à l'hôpital, très bien fichue, avec une ambiance très tendue, c'est vraiment tout ce qui se fait le sel de Resident Evil, mais c'est vraiment pas assez. Je pourrais encore passer 1 heure ou 2 à revenir sur tous les jeux pour donner mon avis sur tout ce qui est bien ou pas bien, ou moyen dans la saga, mais on m'a fait signer un contrat avec mon sang pour m'empêcher de trop parler. Donc non, je ne vais pas pouvoir raconter pourquoi Resident Evil Code Veronica est un épisode vraiment passionnant, en bien et en mal, parce que ouais, d'un côté, c'est quand même une première vraie révolution dans la saga, à la fois d'un point de vue technique, avec une mise en scène plus dynamique, et aussi dans la direction artistique et l'univers qui s'ouvre en allant en Europe, pour devenir véritablement dingue, gothique, fantasmagorique. Mais en même temps, c'est aussi le début de la fin avec une mythologie qui commence véritablement à partir en vrille, une niaiserie accentuée, merci Steve, ouais, je pense à lui. I know what it's like to be alone. Oh, Steve. Et tout ça marque probablement, je pense, le début de la dérive de la saga, mais je veux pas en parler. Je vais pas non plus embrayer sur Resident Evil 4, qui a totalement retourné l'univers, l'a fait entrer dans une nouvelle ère de manière radicale, quitte à ce qu'on se demande vraiment pourquoi ça s'appelle encore Resident Evil, tout en se disant que c'est peut-être quand même le coup de génie ultime. Il fallait évoluer pour survivre, donc autant le faire de manière extrême. S'il faut abandonner le survival et aller dans l'action, alors autant le faire dans un jeu d'action ultime dans le genre, comme un grand 8 qui ne s'arrête jamais, va constamment dans la surenchère. C'était un gros pari, le résultat il est unique, et ça a souvent été copié mais jamais égalé, je pense. Je ne vais pas non plus revenir sur les 2 épisodes Révélation qui sont parmi les pires de la saga, je pense, et je vais pas non plus évoquer les jeux dérivés comme Outbreak, Umbrella Chronicles, Darkside Chronicles, qui sont tous un peu cons, mais un peu cool. Et non, je vais pas en parler. Ce qui est intéressant au final, c'est de voir quand même à quel point la saga a évolué et a muté pour continuer à exister, tout en étant toujours tiraillé entre le passé et le futur. Au moment où Resident Evil rentrait dans une nouvelle ère avec le 4e épisode, on avait en parallèle le remake du premier opus et un préquel, Resident Evil 0. Alors que Resident Evil 5 et 6 avançaient comme des bulldozers, on avait le premier Révélation qui se passait avant Resident Evil 5, et après Resident Evil 7, qui a marqué encore une révolution dans la saga, on a eu les remakes de Resident Evil 2 et 3. C'est constamment un pas en avant, un pas en arrière, si bien que la chronologie des événements est devenue un vrai bordel à décrypter entre les épisodes numérotés et tous les autres jeux qui se déroulent parfois avant, parfois pendant, parfois après. C'est peut-être l'impossible défi d'une telle franchise, toujours là après 25 ans. Entretenir un lien avec ses origines et son public d'hier, mais viser celui de demain. Et c'est d'ailleurs le lot de toutes les grosses sagas, hein, comme Assassin's Creed, Tomb Raider ou Final Fantasy. On voit qu'aucune n'arrive vraiment à s'en sortir, ou en tout cas pas sans sacrifier quelque chose, notamment son identité et son âme. Est-ce que c'est donc une mission impossible d'avoir de vrais et dignes Resident Evil après 25 ans et au moins autant de jeux ? A priori non, mais est-ce qu'il y a un prix à payer pour ça? Certainement. Resident Evil 7 est un bon symptôme, je pense, en passant à la vue à la première personne, en laissant de côté l'action pure et dure, en créant également un tout nouveau personnage pour la première fois depuis belle lurette, cet épisode a marqué un tournant. Là, on revient à de la survie, de la peur, de l'angoisse. On voit enfin une nouvelle histoire s'écrire sous nos yeux et sans savoir ce qui va se passer. Un peu comme un vrai recommencement, une renaissance digne de ce nom qui se reconnecte en plus aux origines de Resident Evil dans son approche plus simple en huis clos. Sauf que c'est un virage tellement énorme qu'on passe justement le jeu entier à se demander pourquoi ça s'appelle Resident Evil, surtout que ça fait beaucoup penser à Silent Hill, et aussi parce que ça aurait clairement pu être le début d'une nouvelle saga d'horreur, comme au hasard Evil Within créé par Shinji Mikami, l'un des papas de Resident Evil. Et puis à la fin, à la toute fin de Resident Evil 7, on se le prend dans la tronche. Chris Redfield qui débarque, le logo Umbrella bien mis en avant, comme pour démontrer oui, tout ça c'est vraiment encore Resident Evil. La preuve, il y a même un DLC où on joue Chris, sauf que non. C'est un peu un aveu d'échec qui montre encore mieux l'impossible grand écart d'un tel projet. Resident Evil Village continue sur la même lancée, c'est la suite du 7 avec Ethan en héros. On aura visiblement des vampires et des loups-garous, du moins des choses qui s'en rapprochent et s'en inspirent. Alors qu'est-ce que c'est la prochaine étape des fantômes de Resident Evil? Bah c'est même pas drôle, parce que c'était dans l'une des versions abandonnées de Resident Evil 4. C'était Léon qui affrontait des événements paranormaux. Preuve que ça fait un paquet d'années que la saga hésite à sauter le pas, à repousser les limites de cette mythologie, avec toujours la peur d'aller trop loin et de vraiment plus du tout justifier le titre de Resident Evil. Alors est-ce que tout ça c'est vraiment si grave? Est-ce que ça compte pour les joueurs et joueuses de 2021? Est-ce que c'est de toute façon pas un peu une fatalité d'un point de vue commercial de maintenir une franchise à tout prix, plutôt que de prendre le risque d'en créer une nouvelle et de trouver un public en repartant de zéro? Je sais pas. Comme plein de gens, moi je vais jouer sans hésiter à Resident Evil 8 avec curiosité mais prudence, et possible qu'à la fin je me dise que j'ai joué à un bon jeu, mais pas un Resident Evil. Et peut-être que c'est pas si grave, et que en fait c'est la suite logique des choses. C'est évidemment scandaleux que je n'ai pas plus parlé du premier Resident Evil l'original, de Resident Evil 3 l'original.
de Resident Evil 5 et bien d'autres. C'est là que c'est super bien qu'Écran Large soit aussi et surtout un site internet, parce que j'ai aussi fait un classement de tous les épisodes du pire au meilleur, donc à chaque fois que quelqu'un viendra m'engueuler dans les commentaires, je répondrai poliment avec un lien vers l'article où je parle de tous les jeux, enfin les principaux parce que faut pas abuser. Sur ces bonnes paroles, je vous dis un grand merci d'avoir tenu jusque là dans cette vidéo que je crevais d'envie de faire, parce que je bassine souvent toute l'équipe avec Resident Evil, enfin sauf quand je parle de Tomb Raider, parce que ça m'arrive et que j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Je pense que la prochaine fois que je vais parler de jeux vidéo, faut que je commence à réfléchir, je pense que ça va être peut-être Mass Effect ou Dino Crisis ou Parasite F2 ou Dead Space. Je ne pense pas que vous soyez à la hauteur. Mais si vous avez de meilleures idées, il faut le dire dans les commentaires, et d'ailleurs juste avant ça, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo et de vous abonner à Écran Large. Je vous dis à bientôt, j'espère. Salut!